22 février 2026. Le Mexique se réveille dans le chaos total. Autoroutes bloquées par des véhicules en flammes, supermarchés incendiés, aéroports dans la panique et vols annulés. À première vue, cela semble être le début d'une guerre civile, mais cette vague de violence simultanée est la réaction désespérée à une seule, unique nouvelle. Nemesio Oseguera Cervantes, mieux connu comme El Mencho, le leader du très puissant et sanguinaire cartel de Jalisco Nouvelle Génération, a été tué. Après des années de chasse à l'homme, l'insaisissable seigneur de la drogue a rencontré sa fin. Pour comprendre l'énormité de ce qui s'est passé en février 2026, nous devons faire un pas en arrière et comprendre qui était l'homme qui a terrorisé une nation entière. Né en 1966 au Michoacán, El Mencho n'aimait pas la vie publique et les projecteurs comme d'autres narcotrafiquants du calibre d'El Chapo Guzmán. Lui était un fantôme, un homme qui dirigeait son empire depuis l'ombre. Dans les années 80, à l'âge de seulement 19 ans, il fut arrêté à San Francisco pour trafic d'héroïne. Après avoir été condamné et par la suite expulsé des États-Unis, il retourna au Mexique. Ici, il travailla même comme policier local avant de passer définitivement de l'autre côté de la barricade. Sa véritable ascension, cependant, commence autour de 2009, quand il fonde le cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Sous sa direction, le CJNG est devenu, en peu d'années, l'organisation criminelle à la croissance la plus rapide au monde. Outre le fait d'inonder les États-Unis de fentanyl et de méthamphétamine, le cartel d'El Mencho s'est distingué par une caractéristique inquiétante, sa puissance paramilitaire. Drones explosifs, lance-roquettes, véhicules blindés artisanaux et une férocité inouïe qui n'a épargné ni rivaux, ni civils, ni hautes charges de l'État. Mais comment capture-t-on un criminel qui a à disposition une armée privée et qui ne dort jamais deux fois dans le même lit ? La réponse est arrivée d'une erreur fatale exploitée par les services de renseignement mexicains en étroite collaboration avec les États-Unis. Et, comme cela arrive souvent dans l'histoire des grands boss criminels, le point faible a été son cercle intime. Les agents secrets, en surveillant les mouvements d'une des partenaires sentimentales d'Oseguera, découvrent une rencontre programmée dans un ranch isolé dans les montagnes de Tapalpa. C'est l'occasion qu'ils attendaient depuis des années. Dans les heures qui précèdent l'aube du dimanche 22 février 2026, le piège se déclenche. Forces spéciales et infanterie, soutenues par des hélicoptères, encerclent la zone. Mais l'accueil est brutal. La garde personnelle d'El Mencho ouvre le feu avec des lance-grenades et des armes lourdes pour couvrir la fuite du boss qui se lance désespérément dans la forêt dense environnante. Dans le féroce échange de tirs, 7 tueurs à gages perdent la vie. El Mencho est retrouvé parmi les arbres, gravement blessé par les projectiles, avec 2 de ses gardes du corps. Il est capturé vivant. Les autorités militaires organisent un transfert aérien d'urgence vers un hôpital de Mexico, espérant le sauver pour le juger. Mais il est trop tard. Nemesio Oseguera Cervantes meurt en vol. À 59 ans, le règne de terreur d'El Mencho se ferme. Mais une ascension si rapide, létale et impitoyable ne pouvait pas passer inaperçue au-delà de la frontière. Pour les États-Unis, le cartel de Jalisco n'était pas seulement une organisation criminelle, mais une véritable menace pour la sécurité nationale. La DEA, l'agence antidrogue américaine, considérait El Mencho comme le responsable numéro 1 de l'épidémie de fentanyl, la drogue synthétique qui était littéralement en train de dévaster les rues et les villes des États-Unis. Pour cette raison, sur sa tête a été placée une des primes les plus hautes jamais offertes dans l'histoire du crime, 15 millions de dollars. Dans les coulisses, la pression politique de Washington sur le gouvernement mexicain était devenue insoutenable. Les services de renseignement américains ont commencé à tisser un réseau invisible en interceptant des communications cryptées et en employant des drones de surveillance à haute altitude. Sans ce soutien technologique massif et sans les continuels tuyaux des États-Unis, débusquer le fantôme aurait été presque impossible. L'objectif final des Américains était clair, le capturer vivant et l'extrader pour l'enterrer dans une prison à sécurité maximale du Colorado, exactement comme cela avait été fait avec El Chapo. Dès que se diffuse la nouvelle de sa mort, le CJNG déchaîne littéralement l'enfer. Le protocole du cartel est clair, créer le chaos le plus total pour terroriser le gouvernement et paralyser les mouvements de l'armée. En quelques heures, on enregistre plus de 85 narcoblocages dans 20 États différents. Des villes fondamentales comme Guadalajara sont complètement paralysées. Les prisons sont prises d'assaut, dont une violente évasion à Puerto Vallarta. Pharmacies et supermarchés sont livrés aux flammes.
le gouvernement se trouve contraint de déployer une force colossale. Plus de 10 000 troupes en quelques jours pour réprimer les émeutes, dans une véritable et propre épreuve de force militaire qui coûte la vie à des dizaines d'agents de la garde nationale et de suspects criminels. Le meurtre d'El Mencho est sans doute un coup monumental, mais la sanglante histoire du narcotrafic mexicain enseigne une dure leçon. Quand on coupe la tête au serpent, souvent d'autres abris en naissent. Nous l'avons déjà vu en 2016 avec la capture définitive précisément de Joaquín, El Chapo Guzmán. À l'époque, ce fut le vide de pouvoir laissé par l'arrestation du Chapo qui permit à El Mencho et à son nouveau-né, cartel de Jalisco, de s'étendre comme une tache d'huile, volant des territoires à un cartel de Sinaloa qui apparaissait affaibli et fragmenté. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, l'histoire risque de se répéter à l'envers. L'absence d'une figure autoritaire comme El Mencho déclenchera presque certainement une impitoyable guerre de succession interne. Mais maintenant que le fantôme est tombé, qui prendra sa place à la direction du cartel de Jalisco Nouvelle Génération? Les successeurs naturels de sang, comme son fils Rubén, connu comme El Menchito, ont déjà été neutralisés depuis un certain temps et extradés dans les prisons de sécurité maximale des États-Unis. Ceci laisse le champ ouvert à ses lieutenants les plus impitoyables. D'une part, il y a Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, un tueur à gages brutal connu pour avoir orchestré les pires massacres du cartel. De l'autre, il y a le beau-fils d'El Mencho, Juan Carlos Valencia González, surnommé El 03, qui commande les très redoutés groupes d'assaut d'élite de l'organisation. Sans la figure autoritaire et centralisatrice d'Oseguera pour maintenir l'équilibre, les experts en sécurité sont certains que le cartel se fracturera. Le vrai carnage qui attend le Mexique dans les prochaines semaines ne sera pas seulement contre les forces de l'État, mais une féroce, impitoyable guerre interne entre ses boss pour conquérir la couronne et les milliards de Jalisco. La chute d'El Mencho est un symbole fort, mais l'empire qu'il a construit, fait d'armes de guerre, de contrôle impitoyable du territoire et de milliards de dollars fruits de la contrebande, ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Nous sommes face à un moment décisif pour l'histoire du Mexique et de la lutte globale contre le narcotrafic. Mais selon vous, la mort d'El Mencho marquera-t-elle vraiment la fin du cartel de Jalisco, ou donnera-t-elle seulement le début d'un chapitre encore plus obscur et violent? Si cette vidéo sur la chute d'El Mencho vous a plu, sur ma chaîne vous trouverez beaucoup d'autres histoires incroyables animées en 3D, faites de pouvoir, de géopolitique et de grandes chasses à l'homme international. Comme l'incroyable chasse à Joaquín, El Chapo Guzmán, où je vous montre les tunnels secrets, les fuites impossibles et le siège final des marines mexicains.